Bonjour, c'est Monde Numérique, l'hebdo numéro 91 du 10 juin 2023. Je suis ravi de vous retrouver. Cette semaine, on va revenir en détail sur l'annonce de la semaine, l'annonce du mois, de l'année même, la présentation du masque de réalité virtuelle d'Apple, le Vision Pro. Je vous raconterai un peu les questions que soulève cette annonce. Et puis on écoutera l'analyse d'un spécialiste du secteur, le fondateur de la société Lynx, Stan Larocque. Avec Lisa de Bernard, comme chaque semaine, un coup d'œil sur l'actualité tech et notamment les premiers deepfakes de manipulation politique en Russie. La semaine prochaine, c'est le salon Vivatech à Paris, un événement exceptionnel. Son directeur général dans Monde Numérique nous explique comment Elon Musk a accepté de venir se frotter à toutes les questions qui se posent autour de son cas ici en France et en Europe. Et puis on va s'intéresser aux innovations en matière de décarbonation avec le directeur de l'innovation d'EDF, Julien Villeray. C'est notre rendez-vous mensuel avec EDF, partenaire de Monde Numérique. Enfin, ce n'est pas tout. On va se pencher sur l'innovation technologique dans un domaine qui nous intéresse particulièrement, l'IA dans le podcast avec le créateur de la plateforme Ocha. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Monde Numérique, c'est chaque samedi 40 minutes de news et d'interviews consacrées au meilleur de la tech, parfois aussi au pire. Si vous en voulez davantage, retrouvez l'hebdo en version premium, long format, sur Apple Podcast, avec les interviews en intégralité dès le samedi matin. Sinon, les épisodes gratuits de Monde Numérique sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Merci d'avoir cliqué cette semaine encore sur cet épisode. L'actu de la semaine. Today, I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. Introducing Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. Avant toute chose, il faut donc revenir sur ce qui est probablement l'une des annonces phares de cette année 2023. Apple a dévoilé lundi 5 juin son premier masque de réalité virtuelle, réalité augmentée, le Vision Pro. Bon, alors beaucoup de choses ont été dites, bien sûr, suite à cette annonce, pour ce produit qui ne sortira que l'an prochain. Pour ma part, je voudrais revenir sur l'événement avec 5 questions. De quoi s'agit-il exactement ? À quoi ça va servir ? Est-ce révolutionnaire ? Quelle est la stratégie d'Apple derrière tout ça ? Et enfin, Apple réussira-t-il son pari, car c'en est un, parviendra-t-il à imposer l'usage de la réalité mixte ? On voit ça en détail. Première question, qu'est-ce que c'est ? Cela ressemble donc à une sorte de masque de plongée avec un design malgré tout assez avant-gardiste, tout à fait à l'honneur de la marque Apple. Une large sangle élastique à l'arrière, un produit assez compact qui pèse quelques centaines de grammes. À l'intérieur, 2 écrans Ultra HD, 23 millions de pixels chacun. C'est plus que des écrans 4K devant chaque œil, selon Apple, et qui permettent de faire apparaître toutes sortes de choses, des applications en surimpression de la réalité, puisque l'on peut voir le monde extérieur grâce à des caméras couleurs qui sont disposées à l'avant du masque. Mais l'originalité, c'est que c'est aussi un masque de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on peut s'immerger complètement pour regarder un film, par exemple, sur un écran géant virtuel, ou bien faire du jeu vidéo et toutes sortes d'autres choses. Bref, c'est une sorte de mix un petit peu entre l'Oculus de Meta et l'HoloLens de Microsoft, et donc ce qu'on pourrait appeler de la réalité mixte. Sur le casque, 2 boutons. Un petit bouton sur la gauche pour prendre des photos du monde extérieur, agrémenté de toutes sortes d'éléments virtuels. Et puis un bouton à droite qui tourne, une couronne qui rappelle le bouton de la Watch, qui permet, et ça c'est une innovation intéressante, qui provient d'ailleurs, c'est amusant, d'une start-up canadienne. Donc ce bouton permet d'obscurcir l'écran lorsqu'on porte le masque et ainsi de passer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, par exemple pour regarder un film ou pour s'immerger totalement dans un univers, transformer même son environnement de travail, son appartement, son décor, voir le ciel alors qu'on est chez soi, etc., etc. Le Vision Pro est autonome, pas besoin de le brancher sur un ordinateur, mais il y a quand même un câble qui est relié à une batterie externe ou qui permet aussi de brancher le câble sur une source d'alimentation quand on veut l'utiliser longuement, puisque avec la batterie, on aurait une autonomie d'environ 2 heures. Des caméras intérieures pour le suivi du regard, c'est une innovation, on va y revenir, et puis de l'audio spatial pour une immersion totale, des choses qui existent déjà du côté d'Oculus.
La partie commande, ou plus exactement interaction, se fait notamment grâce à des capteurs sur le casque qui permettent de détecter les mouvements des mains et des doigts, donc pas de manette. Et puis de la commande vocale, bien sûr, on retrouve notre ami Siri. Le plus étonnant est sans doute l'extérieur du masque qui affiche vos yeux, ou tout au moins un avatar de vos yeux. Lorsque quelqu'un s'approche, eh bien donc ça donne une impression de vitre transparente. J'avoue que moi je me suis fait piéger lorsque j'ai vu la démonstration. En fait, ce n'est pas une vitre, logique puisque il y a des écrans derrière. Mais en simulant comme ça le regard de l'utilisateur qui peut suivre eh bien un interlocuteur en face, ça évite que on soit complètement coupé de l'extérieur. Une fonction originale qui s'appelle EyeSight. Bon, ce casque Vision Pro sortira uniquement l'année prochaine et uniquement aux États-Unis pour commencer. Et ça ne vous aura pas échappé, très certainement. Il coûte une blinde, $3 500, ce qui devrait nous faire, s'il arrive un jour en Europe, plus de 4 000 €. Deuxième question, à quoi ça va servir ? Alors Apple met en avant 3 types d'usages principaux. Le travail, bien sûr. Vous mettez le masque et vous vous retrouvez potentiellement face à un PC virtuel avec plein d'écrans ou avec des grands écrans. Vous en avez plein les mirettes. Pas besoin d'installer des écrans physiques sur votre bureau. Ça ressemble à ce dont je vous parlais la semaine dernière dans Monde Numérique. Un prototype ou un produit d'une start-up israélienne, le Sightful Space Stop, à réécouter éventuellement dans l'hebdo numéro 90. Deuxième type d'usage, la communication. Oui, en visio principalement, en 3D, avec des avatars, avec des gens qui portent un casque ou qui n'en portent pas pour manipuler des maquettes virtuelles, etc. Des choses qu'on a déjà vues chez les concurrents. Troisième type d'utilisation, le divertissement, bien sûr, pour regarder des films sur un écran géant, je l'ai dit, y compris en 3D. C'est mieux que des lunettes 3D. Imaginez en avion, avoir l'impression d'être dans une vraie salle de cinéma alors que vous êtes en voyage et totalement isolé par rapport aux autres passagers. Du jeu vidéo, bien sûr, et puis plein de choses. Consulter ses photos personnelles, etc. À noter qu'Apple a annoncé un partenariat avec Disney. L'offre Disney Plus sera disponible dès le lancement du casque. Autant dire que rien que ça risque de rendre le produit extrêmement attrayant. Et puis d'autres applications sont à venir, puisque derrière tout ça, il y a un vrai système d'exploitation développé spécialement qui s'appelle Vision OS et qui permettra de créer toutes sortes d'applications supplémentaires. Voilà donc pour les usages. Troisième question, est-ce révolutionnaire ? Alors, au niveau de ce qu'on appelle les use cases, c'est-à-dire ces usages précisément, ce qu'on pourrait faire avec le casque, ça ne semble pas réellement disruptif. Pas de killer app, pardon pour ces 3 termes anglophones, en tout cas pas d'application qui nous fait dire « waouh, je le veux ». Mais d'une manière générale, on attendait éventuellement avec ce casque un peu un effet iPhone. Apple va-t-il complètement réinventer le monde avec un nouveau produit ? Ce masque ne paraît pas totalement disruptif dans le concept. Il ne révolutionne pas fondamentalement l'idée d'AR/VR. On aurait par exemple aimé des lunettes super légères, un truc complètement fou, on n'en est pas là. Mais n'empêche, au niveau hardware, matériel, d'accord, on trouve des choses qu'on a déjà vues ailleurs, comme le système pass-through qui permet de regarder le monde extérieur avec les caméras qui sont disposées devant le casque. On voit ça chez Oculus de Meta. Au niveau de l'interface gestuelle, c'est pareil, c'est pas nouveau. HoloLens fait ça depuis longtemps, mais là, on sent que ça va encore plus loin. Apple ne s'est rien refusé, visiblement, sur la qualité des composants et sur le niveau de technicité, ce qui explique le temps de développement, plusieurs années, et le prix aussi. On dit qu'il y aurait eu 5000 brevets déposés, car il y a vraiment des innovations à tous les étages. Alors déjà, ce double écran en très haute résolution, qui malgré tout ne résout certainement pas le problème inhérent à la VR, qui est que quand on a un écran devant les yeux, si on veut voir une image à 360 degrés en très très haute, comme dans la vie réelle, eh bien il faudrait des milliards de pixels. Et ça, pour l'instant, personne ne le fait. Ensuite, la fonction EyeSight dont je vous parlais tout à l'heure, l'affichage d'un avatar à l'extérieur sur la partie externe pour les personnes qui sont en face de vous. Je trouve personnellement que c'est l'innovation la plus intéressante, car d'abord ça c'est complètement nouveau, et en plus c'est une réponse à l'effet
repoussoir que peut avoir dans certains cas la réalité virtuelle, car mettre un masque sur la tête, ça fait peur à beaucoup de gens, ça déshumanise, etc. Et bien là, avec cette espèce de regard en fait de la personne qui porte l'appareil, ça réhumanise la VR. Donc à mon avis, ils le font très très fort avec cette histoire de Eyesight, même si apparemment c'est pas complètement finalisé, parce que en réalité ça n'a pas été montré lors des démonstrations après la keynote à Cupertino. On a vu ça simplement dans les films de présentation du produit. Bon, à l'intérieur, le suivi oculaire est visiblement d'une précision qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Pareil pour la captation des mouvements des mains, mais également surtout des doigts qui permettent de pincher comme ça pour déclencher des actions. Et puis, intéressant également, j'ai noté pendant la keynote ce petit dégagement sur les données personnelles. Car lorsque vous portez un masque comme ça, vous avez les yeux qui bougent dans tous les sens et quelque part, c'est une révélation de votre personnalité ou en tout cas de l'usage que vous faites de telle ou telle application. Donc c'est de la donnée personnelle qui peut révéler beaucoup sur votre comportement. On s'était beaucoup interrogé lorsque Meta a lancé son premier casque en disant que ça allait servir à inonder de publicité ultra ciblée basée sur le comportement des gens. Et bien là, Apple a d'ores et déjà apporté la réponse en expliquant que toutes ces données de suivi du regard resteraient stockées dans ce qu'ils appellent l'enclave sécurisée du produit et donc a priori ça ne devrait pas en sortir. Bon, alors quatrième question, quelle est la stratégie d'Apple exactement avec ce produit ? Ce n'est pas un accessoire informatique qui viendrait compléter votre setup de rêve à la maison. Selon Apple, c'est un ordinateur à part entière, c'est même le PC de demain, l'ordi du futur. Tim Cook l'a dit, ils veulent réinventer encore le numérique. Vision Pro is a new kind of computer. Vision Pro est un nouveau type d'ordinateur qui augmente la réalité en mélangeant de manière transparente le monde réel avec le monde numérique. De la même manière que Mac a apporté l'informatique personnelle et que l'iPhone nous a apporté l'informatique mobile, Apple Vision Pro nous apportera l'informatique spatiale. L'informatique spatiale, Spatial Computing. On n'a pas fini d'en parler dans les 6 mois à venir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ordinateur n'est plus une boîte, un écran, un clavier posé devant soi. Cela devient quelque chose d'un peu évanescent dans l'espace, autour de soi, de manière virtuelle. Donc, un ordinateur spatial, voilà ce qu'est Apple Vision Pro. Alors, il y a une magnifique couche de marketing, mais il y a encore plus, il y a un vrai concept, il y a la véritable raison pour laquelle une marque comme Apple s'autorise à fabriquer un produit comme ça. On pourra, sur cet ordinateur spatial, par exemple, connecter des accessoires comme un clavier, une souris, et en effet, du coup, plus besoin d'avoir son laptop posé en équilibre sur ses genoux, ou bien cette contrainte d'un bureau avec plein d'écrans et des câbles partout. Pour cela, Apple va se donner les moyens et surtout prendre son temps. Il s'agit de la première version de ce concept d'ordinateur spatial. Terminons cette longue analyse avec la 5e question que je voulais évoquer. Est-ce que ça peut marcher ? Car on peut se dire, si c'est Apple, ça va marcher. Mais Apple, c'est aussi des bides ou en tout cas des demi-succès. Je sais pas, le HomePod par exemple, l'enceinte connectée, bon, il s'en est vendu des millions bien sûr, mais on peut pas dire que ce soit le produit qu'on trouve aujourd'hui dans tous les foyers. La VR aujourd'hui, cela reste quelque chose de très particulier qui n'a pas trouvé son marché grand public. En revanche, dans le monde professionnel, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'applications et c'est là que tout se passe. Alors, c'est surtout certainement les entreprises qui vont en premier lieu continuer à acheter ce type de casque pour toutes sortes d'applications, la santé, la formation, la culture, tout ce qu'on veut. Et Apple, de son côté, semble se dire, écoutez, on y va parce que nous, on y croit vraiment, même si ça va prendre du temps. On a tout notre temps et on va prendre notre place sur ce marché. C'est pour ça que le prix, qui paraît astronomique, évidemment, en fait, à mon sens, n'est pas très important, parce que Apple peut se permettre de sortir un produit à 3 500 €. Il y aura toujours des entreprises ou des geeks fortunés prêts à l'acheter. Simplement, le truc, c'est de dire et de se donner les moyens de faire le produit le plus abouti dans sa catégorie. Et puis, on peut imaginer que, de toute façon, il y aura dans les années à venir des déclinaisons moins chères, comme ça s'est fait avec l'iPhone.
Du coup, la compétition avec l'autre grand acteur, Meta, et ses masques Oculus est clairement lancée. Choc Meta Apple, mais aussi, et cela tout le monde s'en frotte les mains, un marché qui va s'animer, peut-être probablement même décoller. Vision Pro sera-t-il un succès? Vision Pro sera-t-il l'iPhone de Tim Cook, c'est-à-dire le grand succès à la fois de la marque et de sa carrière? Pour répondre à cette question, on va devoir attendre encore de longues années pour voir si ce concept d'informatique spatiale deviendra ou pas une réalité pour le plus grand nombre. Qui sait, peut-être un jour verra-t-on plein de gens avec leurs masques dans les transports ou ailleurs en train de regarder des films, ça existe déjà, ou de travailler, de participer à des visioconférences sans qu'on sache exactement ce qu'ils sont en train de faire. On trouvera cela sans doute déroutant, comme la première fois qu'on a vu des gens écouter de la musique avec un Walkman ou téléphoner dans la rue avec un mobile, et puis on s'habituera. On va reparler de tout ça dans un instant, encore, avec un professionnel du secteur qui nous donnera son point de vue, c'est Stan Larocque de la société Lynx. L'actualité cette semaine, ce sont aussi des news qu'a repéré pour nous Lisa de Bernard. Salut Lisa. Bonjour Jérôme. Et on commence avec un étonnant piratage technologique en Russie, un faux message de Vladimir Poutine. Et oui, ce lundi, durant quelques minutes, la voix de Vladimir Poutine a résonné sur les antennes de plusieurs médias russes à proximité de la frontière ukrainienne, dans un discours appelant à la mobilisation, mais également à l'évacuation de certaines de ces régions. Même intonation, même voix, tout portait à croire que Vladimir Poutine était derrière le micro, et pourtant, il ne s'agissait que d'une vaste supercherie orchestrée par des pirates grâce à la technique du deepfake, ces vidéos réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle qui permettent de remplacer la voix et le visage d'une personne par une autre. Une méthode qui est loin d'être inédite puisque, rappelez-vous, elle était déjà utilisée en 2018, notamment dans une vidéo très convaincante mettant en scène Barack Obama. En revanche, c'est la première fois que ce type de dispositif atteint une telle ampleur et un tel niveau technique, quoique les russophones, les plus habiles, aient affirmé avoir détecté quelques incohérences sur l'accentuation de certains mots trahissant l'imposture. Mais c'est une première, des deepfakes utilisés pour faire de la contre-propagande, même si on ne sait pas exactement qui est derrière ce coup d'éclat, je crois, pour l'instant. Toujours en matière de piratage par intelligence artificielle, c'est du côté des États-Unis aujourd'hui que ça se passe avec, depuis plusieurs semaines, une hausse du nombre de signalements pour, alors tenez-vous bien, des photos détournées en images pornographiques. Explique-nous ça. Eh bien, comme on le sait, Jérôme, l'intelligence artificielle utilisée à mauvais escient peut faire des ravages. Et c'est le cas avec la sextorsion, comme on l'appelle, qui prend une toute nouvelle dimension, puisque depuis peu, des pirates récupèrent en masse des selfies et autres photos disponibles sur nos réseaux sociaux pour les transformer grâce à l'intelligence artificielle en des images compromettantes afin de réclamer de l'argent à leurs victimes. Là encore, c'est la technique du deepfake qui est utilisée et ça n'a rien de nouveau non plus, puisque cela fait plusieurs années que des personnalités publics sont visés par ce type de chantage. La nouveauté réside plutôt dans la démocratisation des outils utilisés pour réaliser ces montages, ouvrant la voie à une utilisation massive. Et effectivement, on retrouve désormais parmi les victimes de nombreux anonymes de tout âge, y compris des mineurs, et c'est d'ailleurs ce qui inquiète particulièrement les autorités qui appellent les parents à faire preuve de prudence quant au contenu qu'ils partagent ou que leurs enfants partagent sur le web. Oui, c'est terrible, ça risque de faire encore des dégâts en matière de harcèlement, de cyberharcèlement, etc. Pour terminer, en France, un projet qui était pourtant sympathique, mais qui tombe à l'eau. La carte vitale biométrique ne verra pas le jour. Et non, elle n'est pas encore née, qu'elle est déjà enterrée, cette carte vitale biométrique qui rentrait dans le cadre du grand projet France Identité, car elle n'a pas convaincu. Motif, elle est jugée trop chère. Un rapport a pointé du doigt les dépenses pharaoniques que nécessiterait la mise en place d'un tel dispositif. Intégrer les empreintes digitales ou l'iris du détenteur coûterait environ 1,2 milliard d'euros. Le coût de fabrication de la carte passerait ainsi de 3 à une dizaine d'euros, à quoi s'ajouterait le remplacement des bornes et des lecteurs de cartes chez les
les professionnels pour quelques 12 millions d'euros. Bref, la facture est trop salée. Le gouvernement penche donc plutôt pour une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, dont la sécurité a été renforcée dans son nouveau format. La puce ou le QR code de cette nouvelle carte pourrait ainsi accueillir dans les prochains mois ou les prochaines années l'identifiant de la sécurité sociale. Alors rien d'arrêté pour le moment, les contours d'un tel projet devraient plutôt se dessiner durant l'été lors de la mission de préfiguration lancée par le gouvernement. Dommage, ça aurait été bien une carte vitale biométrique, mais parfois on voit que c'est pas pour des raisons techniques que certains projets ne voient pas le jour, mais pour des raisons financières tout bêtement. En l'occurrence, quand c'est financé par le contribuable, ça se comprend. D'ailleurs, cela dit, la fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, ça risque de poser d'autres problèmes, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, qu'on retrouve chaque semaine dans Monde Numérique. Monde Numérique, le meilleur de la tech. C'est la suite de Monde Numérique. Pas de rubrique innovation de la semaine, parce que l'innovation, je pense qu'on a eu ce qu'il nous fallait avec le casque d'Apple. On va passer maintenant aux interviews de la semaine et on va reparler de cette annonce Apple. Je vais vous proposer en effet l'analyse d'un professionnel du secteur, un Français qui travaille sur ces questions depuis très longtemps. C'est mon premier invité. Bonjour Stan Larocque. Bonjour. Fondateur, CEO de Lynx, une société française qui travaille depuis longtemps sur un casque de réalité virtuelle, réalité augmentée. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer sur Monde Numérique. Merci d'être là pour commenter un peu ces annonces d'Apple. Ça y est, on peut dire que Apple est sorti du bois puisque en fait c'était annoncé, enfin la rumeur annonçait ce produit depuis très longtemps, donc il est officialisé. La rumeur était donc juste, mais surtout la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on attendait? Est-ce que c'est à la hauteur de la réputation d'Apple? Et qu'est-ce que ça va changer, selon vous, l'arrivée de ce produit, l'année prochaine d'ailleurs? Alors pour moi, en fait, ça change tout. Déjà, parce que je travaille dans cette industrie depuis plusieurs années. Je travaille sur un produit très similaire, donc les casques qu'on connaît très bien chez Lynx. On en a un qui est sorti, on est content de sortir avant Apple en tout cas, et d'être français. Mais si vous voulez, en fait, le fait que Apple soit là, rien que le fait qu'ils se montrent et qu'ils sortent du bois, c'est énorme. C'est énorme dans le sens où, voilà, on parlait d'une rumeur, mais en fait, ils avaient 3000 personnes qui bossaient là-dessus depuis un moment. Pour eux, c'est pas un pari technologique, c'est quelque chose dont ils sont sûrs, c'est stratégique, ils sont là pour durer. Donc là, ils sortent leur premier produit qui est à la hauteur d'Apple parce que c'est les seuls à pouvoir sortir un produit à 3500 € et d'être sûr de le vendre. Si Meta sortait un produit à ce prix-là, c'est sûr que ça marcherait pas. La preuve, ils ont sorti un Meta Quest Pro à 1700 € il y a 6 mois, 1 an qui n'a pas marché, si je peux dire. Donc voilà, un produit aussi cher, aussi haut de gamme, il y a que Apple qui peut faire ça. Derrière aussi, c'est une machine marketing énorme qui va éduquer les consommateurs. Donc, si vous voulez, c'est que des bonnes nouvelles. Le fait qu'il soit cher comme ça va laisser de la place aux autres. Donc, par exemple, nous, chez Lynx, on n'est pas du tout inquiets, on est même content. Si vous voulez, c'est une Ferrari qui coûte le prix d'une Ferrari. Et nous, ce qu'on dit aux gens, c'est bon, voilà, si tu peux pas te payer la Ferrari, viens chercher notre Mercedes ou notre BMW. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, à quoi ça va servir concrètement, ça? Et en fait, ça va servir à ce qu'on connaît déjà, donc consommer du contenu du type jeu vidéo, voire même regarder des films dans une salle de cinéma où on est tout seul et on n'est pas dérangé par les gens autour de nous. C'est aussi donc ça, c'est toute la consommation de contenu, on va dire un peu passive. Ils ont quand même la NBA, Disney et tout pour assurer ça derrière, donc rien que ça, ils mettent la barre un peu au-dessus. Et après, leur casque a un niveau de qualité suffisant. Il y a vraiment eu un point d'inflexion technologique qui a permis ça, où ils ont débloqué tous les usages que voulait un peu Meta, sans vraiment y parvenir, de productivité. Donc c'est-à-dire vraiment remplacer votre ordinateur ou votre tablette ou même votre téléphone par le casque en interagissant d'une nouvelle manière. Donc c'est une nouvelle interaction de machine. Vous pouvez utiliser les applications que vous connaissez sur votre PC de manière extrêmement intuitive en 3D
Et donc ça, c'est ce qu'ils appellent l'informatique spatiale, le spatial computing. Et c'est vraiment ça dont il est question, hein, c'est de dire c'est le futur de l'interface homme-machine. Merci beaucoup Stan Larocque, fondateur et CEO de Lynx. Merci beaucoup Jérôme. Mercredi 14 juin s'ouvrira à Paris la nouvelle édition du salon Vivatech. Vivatech, c'est un petit peu le CES à la française. On n'en est pas là, mais en tout cas, c'est un salon consacré aux technologies créé en 2016 qui, aujourd'hui, semble bien avoir trouvé sa vitesse de croisière. Chaque année, énormément d'entreprises, de start-up, d'innovations, etc. sont présentes, sortent tout ce qu'elles ont en magasin. Intéressant également du fait de la présence de certaines personnalités. Et cette année, surprise de dernière minute, on a appris la venue d'Elon Musk. Elon Musk sera présent à Vivatech, interviewé par le papa de Vivatech, Maurice Lévy de Publicis. On l'attend sur peut-être des annonces concernant des investissements de Tesla en France, qui sait. On parle beaucoup de Gigafactory, peut-être aussi concernant la régulation de Twitter, etc. Et là, il est un peu attendu au tournant, Elon Musk. En tout cas, on parle de cette édition 2023 de Vivatech avec son directeur général tout de suite dans Monde Numérique. Bonjour François Bitouzet. Bonjour. Vivatech édition 2023 du 14 au 17 juin. Porte de Versailles à Paris, comme chaque année depuis maintenant 2016. Mais d'abord, parler des tendances. Qu'est-ce qu'on va voir cette année à Vivatech? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez reçu donc la confirmation qu'Elon Musk sera présent à cette édition 2023. Exactement, il sera à Vivatech, il sera présent en physique pour une belle session où justement, vous le connaissez, il va pouvoir parler à bâton rompu. Et nous, on est très contents parce que d'avoir quelqu'un comme Elon Musk qui vient à Vivatech, ça raconte aussi quelque chose à la fois de ce qu'est devenu Vivatech en 7 ans, c'est-à-dire le plus grand événement tech digital startup d'Europe. Mais c'est surtout, ça raconte que voilà, l'écosystème européen, l'écosystème français, eh bien, il pèse dans le monde et ces grands tech leaders, ces grands tech titans, c'est pour ça qu'ils viennent à Vivatech, c'est parce que la France et l'Europe pèsent aujourd'hui dans la tech et dans le digital. Donc, on est ravis de pouvoir porter haut et fort ces couleurs. Alors, à quoi ça va ressembler ce Vivatech 2023 ? Alors, ça va être ce que vous aimez à Vivatech, c'est-à-dire que il y aura plein d'innovations d'ailleurs en avant-première mondiale. Il y aura des startups à foison, 2400, c'est-à-dire 20% de plus que l'année dernière. Des grands speakers, on a parlé d'Elon Musk, mais il y en aura plein d'autres. Il y aura Marc Benioff, il y aura Bernard Arnault, il y aura Marguerite Bérard, il y aura Christelle Edman, il y aura Larry Sommer, il y aura Yann Lequin pour l'IA, plus de 400. Et puis, il y aura aussi du business parce qu'à Vivatech, vraiment, nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que l'innovation trouve des investisseurs, trouve des clients et trouve des partenaires pour pouvoir se développer encore plus. Donc, c'est ça le cocktail de Vivatech. Et puis, Vivatech, il y a la tech et il y a le Viva. Donc, on va aussi faire la fête, on va célébrer la tech et ceux qui la font parce que c'est aussi important dans un moment qui est un peu compliqué pour la tech. Voilà. Je reviens un instant sur la présence d'Elon Musk. Bon, tête d'affiche parmi les têtes d'affiche. C'est vrai qu'il était en France il n'y a pas très longtemps. Il a rencontré le président Emmanuel Macron. Mais malgré tout, il doit avoir un peu les oreilles qui sifflent, Elon Musk. Parce que quand on parle de lui en Europe, c'est pas toujours en bien. Est-ce qu'il ne craint pas de venir comme ça se jeter dans la gueule du loup ? Alors, je pense que s'il y a bien une personne qui n'a pas peur du débat, c'est Elon Musk. Et je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire que à Vivatech, s'il y a des discussions, des antagonismes, des choses comme ça, on peut les aborder et en discuter de manière sereine. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. On n'est pas des tech candides, on n'est pas là pour dire Elon Musk, vous êtes parfait, c'est génial tout ce que vous faites. On n'est pas là non plus pour le clouer au pilori. On est là pour pouvoir lui poser des questions, qu'il s'exprime, et puis après, à chacun de se faire son avis. Mais je pense que, vous voyez, peut-être aussi par rapport à tout ce qui peut être dit sur lui, il a envie aujourd'hui de rectifier les choses et de dire aussi sa vérité, et il a choisi Vivatech pour le faire, et je pense que c'est à nous d'être à la hauteur aussi de sa confiance. Allez, dernière question, François Bitouzet. Parmi les innovations qui vont être présentées, il y en a une ou deux qui vous font particulièrement frémir.
Oui, alors moi j'ai un chouchou, voilà, c'est Switch Energy, c'est des Français qui arrivent, donc c'est de la deep tech, hein. Il se trouve qu'il y a une forme d'énergie qui s'appelle l'énergie osmotique, c'est un petit peu d'électricité qui se crée quand l'eau douce des rivières et des fleuves rencontre l'eau salée des mers et des océans. Donc évidemment c'est infime, si vous vous baignez vous n'allez pas finir électrocuté, mais ça existe. Et ils ont réussi à trouver un moyen complètement green de capter cette énergie. Et je vous donne juste un chiffre. C'est ce qui se passe dans l'embouchure du Rhône. L'énergie osmotique qu'on va pouvoir capter, ça va permettre de faire vivre pendant 1 an toute l'agglomération de Marseille en électricité. Donc, vous voyez, c'est un game changer. C'est-à-dire que on se pose plus la question du charbon versus l'hydraulique, l'éolien ou le nucléaire. C'est une nouvelle forme d'énergie. Et moi, je suis béat devant ce que ça nous permet et surtout les perspectives positives parce que c'est ça aussi qu'on aime. C'est cette tech qui est utile et qui est responsable. Merci François Bitouzé, directeur général de Vivatech. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine, mercredi 14 et jusqu'à samedi, à la porte de Versailles à Paris pour cette nouvelle édition du Salon Vivatech. Merci Jérôme. Allez, on va parler encore un peu de Vivatech avec notre rendez-vous partenaire. EDF sera présent à Vivatech comme chaque année pour montrer des innovations et aussi pour agir. On en parle tout de suite. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique. EDF, partenaire de Monde Numérique depuis un certain temps déjà. On parlait l'année dernière ensemble de Vivatech 2022. Ça y est, nous sommes à Vivatech 2023 qui arrive à grands pas. Cette nouvelle édition du Salon français de la technologie de l'innovation, vous y participerez comme chaque année chez EDF. Pour quelles raisons ? On y participe pour plusieurs raisons. D'abord parce que, et comme vous le savez, on a un écosystème de start-up et Vivatech, finalement, depuis le début, c'est avant tout le salon qui présente des startups européennes aux investisseurs, même au grand public, puisque là, il y a une journée grand public le samedi. Et donc, pour nos startups, il nous paraît important d'être présent sur l'événement. Mais même au-delà de ça, on est vraiment un partenaire historique de Vivatech avec du sens. On a toujours voulu être partenaire sur le sujet du bas carbone. C'est évidemment notre sujet cœur, on en parle tout le temps, mais nous on a voulu aller plus loin et donc on est le partenaire officiel bas carbone, c'est-à-dire qu'on décarbone l'événement. On n'est pas juste un partenaire qui s'affiche, on est un partenaire qui fait aux côtés de Vivatech. On a 2 startups dans notre portefeuille et 2 sociétés qu'on a créées chez EDF qui aident à ça. D'abord Urbanomy, qui est une société de conseil en décarbonation, qui accompagne Vivatech pour analyser toute son empreinte carbone et la mise en place surtout du plan d'action concret, parce qu'un événement, ça génère une empreinte carbone par définition. Il y a des déplacements, il y a des décors, il y a tout un tas il y a du chauffage, de la climatisation en l'occurrence plutôt vu le mois de juin que l'on est en train de vivre. Bref, Il y a besoin d'accompagner avec un plan d'action concret la décarbonation. Et puis à la fin, pour tout ce qui n'est pas pu être décarboné, tout ce que Vivatech n'a pas pu réduire, on les accompagne avec une deuxième start-up qui s'appelle Actéon Farm, qui elle aussi a été incubée au sein d'EDF et qui les aide dans leur stratégie de contribution carbone volontaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on leur cherche des projets que Vivatech vient soutenir financièrement, qui vont venir réduire et séquestrer le CO2 dans des puits de carbone. En l'occurrence, on a sourcé une forêt en région parisienne l'année dernière pour faire ça pour Vivatech. Donc on a vraiment ce premier aspect qui est l'aspect partenaire bas carbone. Puis un deuxième aspect, où là c'est un aspect qui est plus serviciel pour nos startups. On est sponsor de ce qui s'appelle l'Impact Mile Planet. C'est un nom choisi par Vivatech. Tout est en anglais à Vivatech. Et donc cet Impact Mile Planet, c'est vraiment un endroit où Vivatech et EDF présentent des solutions innovantes qui permettent de construire le monde bas carbone. Donc il y a eu tout un tas de startups qui ont été sélectionnées, des startups EDF, mais aussi des startups proposées par Vivatech. Je dois préciser, parce que c'est toujours important pour nous, qu'elles ont été analysées et validé par un cabinet spécialisé qui s'appelle Actionnable, qui est indépendant de Vivatech et d'EDF. Donc vraiment, ce cabinet a étudié l'impact
actuelle et future de chacune des solutions présentées par les startups sur les plans environnementaux, humains, sociaux, etc. Donc c'est pas du greenwashing pour le dire trivialement. Et nous, sur cet espace, on présente 4 startups de notre écosystème. La première, c'est Carbonate, qui fait de la séquestration de CO2, en gros dans des résidus industriels. BeZero Carbone, qui est une agence de notation de crédit pour le marché de la compensation volontaire de carbone. Switch Energy, qui est un peu la startup chouchoute de plein de gens depuis quelques mois. On la voit beaucoup à la télévision, on en parle souvent à la radio. C'est de la production d'électricité par l'énergie osmotique, donc la différence entre de l'eau salée et de l'eau claire. Et puis All Energy, qui a gagné un Pripulse cette année, le Pripulse EDF, qui est une solution de stockage d'énergie par batterie, qui en gros remplace les groupes électrogènes. D'ailleurs, on en a parlé, je crois, dans Monde Numérique. Julien Villeray, vous l'avez dit, donc vous dites c'est pas de l'affichage, c'est du réel, c'est du business. Mais avec le recul, est-ce que on peut déjà avoir un peu une idée de ce qui ressort de tout ça? Est-ce que ça arrive à être scalable, un peu comme on dit dans l'univers des startups? Oui, alors aujourd'hui, dans l'univers qu'on appelle des clean tech, pour généraliser, c'est-à-dire toutes les technologies qui permettent d'avoir une approche environnementale et de transition écologique, de transition énergétique, la partie énergie est évidemment absolument majeure, puisque c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, l'énergie, le pétrole, le gaz, mais aussi tous les moyens utilisés pour produire de l'électricité quand elle n'est pas bas carbone, ce qui évidemment n'est pas le cas de celle d'EDF, vous le savez. Et donc, il y a aujourd'hui une vitalité absolument incroyable sur ces sujets. Il y a un nombre de projets impressionnants dans le monde entier. Il y a énormément de startups qui travaillent et des startups dans vraiment tous les domaines, mais aussi tous les continents et tous les pays. Donc, faut pas du tout imaginer que c'est un sujet uniquement de pays développés. C'est aussi un sujet très important pour les pays en voie de développement. La particularité aujourd'hui, c'est qu'il y a un consensus pour dire, dans toutes ces technologies, évidemment, on va pas chercher finalement celle qui va gagner à la fin. On va chercher celle au pluriel qui vont toutes contribuer ensemble, parce qu'en fait, il y aura pas la silver bullet, comme disent les Américains, il y aura pas la solution idéale pour tout. Il va y avoir tout un ensemble de solutions qui vont être agrégées. C'est ça qui va nous permettre de décarboner le secteur énergétique. Et le Graal aujourd'hui, c'est quoi? C'est évidemment la technologie. Je parlais de la technologie, par exemple, des membranes osmotiques de Switch Energy, mais c'est aussi et surtout le coût. On sait aujourd'hui que il est peu probable que tout un tas de pays, en tout cas en dehors des pays développés, puissent se permettre de se payer des technologies très chères, c'est-à-dire plus chères que le pétrole, le gaz, etc. Et donc, tant que les nouvelles technologies, les technologies clean, les technologies propres, ne coûtent pas le même prix, voire moins cher que les anciennes technologies dites sales, ça marchera pas. On n'arrivera pas à décarboner le monde. Et donc aujourd'hui, beaucoup de ces startups, beaucoup de ces recherches se font autour de « je fais baisser le prix ». Oui, j'ai une technologie. Je pense que cette technologie, elle va permettre d'aider le monde, mais pour qu'elle puisse aider le monde, il faut qu'elle propose une solution pas chère. Et donc ça, c'est, je crois, une prise de conscience assez récente, qui date des 2-3 dernières années, mais qui est le focus absolument majeur de toutes les sociétés et de toutes les startups qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, beaucoup de solutions, une vraie prise de conscience qu'il faut atteindre. Pour la plupart, elles visent 2030, une baisse des coûts très très importante de ces solutions pour qu'elles puissent être adoptées de façon large, mais un grand espoir de pouvoir atteindre des objectifs. Alors évidemment, ça va pas être facile de les atteindre au sens de l'accord de Paris en 2050, sur l'ensemble de la planète, mais néanmoins, quand on regarde les statistiques, on voit qu'on fait de bons et de gros progrès, donc je crois qu'il faut pas regarder que le verre à moitié vide. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Monde numérique numéro 91, ce n'est pas terminé. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle et à tout ce que cela permet, ce que cela permettra dans le futur, et si en plus vous vous intéressez au podcast, à la manière dont on fabrique des émissions en podcast, eh bien, l'interview qui va suivre va vous intéresser. J'ai rencontré le fondateur de la plateforme d'hébergement Ocha qui nous parle des innovations étonnantes à venir dans ce domaine. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez l'interview intégrale dans Monde Numérique l'hebdo version longue, en premium sur Apple Podcast, ou bien sur toutes les plateformes dès la semaine prochaine. Bonjour Maxime Piquet.
Bonjour Jean. Alors Maxime Piquette, parlons un peu de tech, c'est le propos de Monde Numérique évidemment, parce que la tech est évidemment présente dans le podcast et encore plus aujourd'hui avec des innovations que vous préparez, que vous avez commencé à mettre en œuvre, et là il faut lâcher le buzzword, ça passe par l'intelligence artificielle. Oui, ça passe par l'intelligence artificielle parce que nous, notre vision chez Ocha, c'est de dire que l'intelligence artificielle va être une réelle aide pour les podcasteuses et podcasteurs. C'est-à-dire que la vision, c'est pas de dire il faut que l'IA remplace les podcasteurs, heureusement. Mais je vous poserai quand même la question tout à l'heure. Alors, il y a des sujets aussi sur ça, ça va être intéressant. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a envie d'inclure sur Ocha ou de permettre chez Ocha, c'est vraiment de faire en sorte que ça devienne une aide. Et pour être encore plus précis là ici, c'est de dire effectivement, j'ai travaillé sur mon contenu, j'ai enregistré ce contenu. Bon, souvent les podcasteurs, quand ils arrivent à ce stade-là, ils passent beaucoup moins de temps sur la partie promotion. Ouais. Et ça, c'est dommage parce qu'ils très importante. C'est hyper important. Ils ont passé tellement Diffusion, de temps promotion. À préparer le contenu, à l'enregistrer, à prendre du temps pour ça, que au moment de le distribuer et de le promouvoir, ils passent plus du tout d'investissement là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais ils sont épuisés, quand on sort d'un enregistrement de podcast et du montage. On a envie de très vite le rendre disponible. En fait, on a envie de le rendre disponible à tout le monde. Et c'est là où l'IA va venir en aide parce que il s'avère que on a le son et grâce à ce son, on va pouvoir le transcrire en texte. Mais aujourd'hui, on utilise déjà les métadonnées, donc titre, description du podcast, pour effectivement aider les podcasteurs à générer un post sur les réseaux sociaux. Voilà, pour rédiger des tweets, des posts Facebook, LinkedIn, ça, c'est etc. c'est la première étape. Okay. Mais en fait, la deuxième étape, là où on veut aller beaucoup plus loin, c'est de dire, on va pas utiliser ce que vous donnez, vous avez juste donné le contenu audio. Nous, on va le transcrire. Ça va nous permettre de comprendre le contenu précis de ce qui va être raconté dans l'épisode de votre podcast. Et à partir de ça, c'est là où on va vous proposer un titre pour l'épisode, on va vous proposer une description pour l'épisode, on va vous proposer des mots-clés, on va vous proposer des chapitres, on va vous proposer des textes pour la newsletter, on va vous créer un plan de communication entier pour communiquer sur les réseaux sociaux. En fait, on va tout vous proposer. Après, évidemment, ça reste votre travail. Ouais. C'est vous qui allez dire oui, non, retoucher éventuellement. Exactement. Vous allez refaire les petites retouches, mais on va tellement vous simplifier la vie en faisant tout ça rien que pour vous. Et sur la partie, moi, ce que je trouve hyper intéressant, je sais pas si vous avez, Jérôme, déjà eu l'occasion de tester ça, mais c'est des outils comme Descript ou ce qui est en train d'arriver là aussi avec Adobe Podcast, qui finalement rendent le montage audio qui est vraiment le moment le plus apprécié de tous les podcasteurs, aussi simple que éditer un fichier texte. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. On met un audio, Descript va transcrire l'audio en texte, donc il va vous donner le texte que vous avez prononcé dans votre audio. Et à partir de ce texte-là, si à un moment donné, vous dites « Ah tiens, ce passage-là où je parle de tulipe, je le veux pas », hop, vous le sélectionnez comme vous sélectionnez un fichier texte, vous sélectionnez toute cette partie-là qui vous ennuie, vous cliquez sur « Supprimer », hop, elle disparaît. Et vous réécoutez. Et ce n'est plus dans l'audio. Et c'est ça qui est formidable. Ou, effectivement, grâce au voice cloning, ce qui est possible aussi de faire, c'est dire, tiens, j'ai oublié de dire ce mot-là à tel endroit, etc., ou même une phrase complète. Je vais l'écrire. Et lui, parce qu'il a fait un enregistrement de votre voix, il est capable de reproduire votre voix, il est capable donc d'ajouter des mots supplémentaires que vous n'aviez pas dit dans l'enregistrement ou des phrases complètes. Alors là, on la franchit pas encore, mais on franchira peut-être bientôt une nouvelle étape. Effectivement, c'est l'intervention de l'intelligence artificielle véritablement pour de la production audio. Donc le voice cloning, c'est le fait de prendre ma voix et de générer des contenus sans que ce soit réellement moi qui parle. Est-ce que vous travaillez aussi sur des choses comme ça? Alors, nous, à notre échelle, on ne travaille pas forcément sur ça. Ce qui nous intéresse, c'est de nous intégrer avec des solutions telles que Descript ou Adobe Podcast demain pour faire le lien entre nous et cette technologie-là. Pourquoi? Parce que notre valeur ajoutée, nous, elle commence dès lors que l'utilisateur a mis son épisode sur Ocha. Et nous, notre propos, c'est de faire en sorte de comment on fait pour, dès lors que tu mets un contenu chez nous, pour le faire rayonner, le faire connaître. Donc, nous, on n'est pas sur la création et sur cette partie-là. Mais on trouve ça hyper intéressant et donc on se renseigne beaucoup là-dessus et on a envie de travailler avec des acteurs comme ça
Simplement, c'est pas notre sujet à nous. Mais effectivement, on s'intéresse beaucoup à ça, notamment au voice cloning, ou même simplement aux technologies de text-to-speech qui se sont énormément développées ces dernières années, voire ces derniers mois. Je pense notamment à des dernières publications de Microsoft qui a sorti des technologies qui sont pas du tout connues par le commun des mortels, mais qui vont arriver, à mon avis, d'un point de vue direct dans les technologies qu'on va tous utiliser demain. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que cette idée d'avoir demain une voix artificielle qui nous parle et qui est totalement indiscernable par un être humain, qui va pouvoir mimer, parce que il ne suffit que de mimer, on n'a pas besoin que l'IA ressente. On s'en moque de ça. On veut juste qu'elle mime des intonations, des rires, des souffles dans la voix ou peu importe. Ça, il faut être bien clair, ça va arriver. Ouais. C'est-à-dire que demain, il sera impossible pour vous de dire est-ce que cette personne qui est en train de me parler en audio là, est-ce que c'est un humain ou pas ? Ce sera pas possible. Merci Maxime Piquette, fondateur et CEO de Ocha. Merci Jean. Encore une fois, si ce sujet vous intéresse, ne ratez pas l'interview intégrale de Maxime Piquette dès ce samedi 10 juin sur Apple Podcast dans l'hebdo version longue en premium ou bien la semaine prochaine sur toutes les plateformes. C'est fini pour Monde Numérique, l'hebdo numéro 91. J'espère que cette édition vous aura plu. 4 interviews sur des sujets assez variés finalement. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un Monde Numérique spécial puisqu'il sera entièrement consacré et enregistré au Salon Vivatech à Paris à la porte de Versailles. C'est l'événement, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'innovateurs dans tous les domaines, véritablement dans tous les domaines. C'est ça qui est intéressant. Donc je vous donne rendez-vous pour une édition qui très certainement sera encore plus riche que d'habitude. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Merci pour vos commentaires sur les plateformes de podcast, les petites étoiles aussi, très important, pour vos messages. Je vous remercie pour les mails ou les tweets que vous m'envoyez ici et là. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réactions. S'il y a des choses qui vous plaisent, qui vous déplaisent dans Monde Numérique, n'hésitez pas surtout à me le faire savoir. Merci pour votre fidélité. Parlez de ce podcast à vos amis s'ils aiment la tech. Surtout, ça, c'est important. Abonnez-vous à la newsletter. Tout cela, c'est sur mondenumérique.info. Je vous souhaite une très bonne semaine. Salut.